Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors, au programme aujourd'hui, un focus sur les oubliés de la Première Guerre mondiale. Ces civils qui vivaient en France, mais de nationalité ennemie, ont été enfermés dans des camps durant 5 ans. L'un de ces camps était à l'île Longue. Vous découvrez cette tranche d'histoire ce jeudi soir sur TBO avec le documentaire Les internés civils de la Grande Guerre. Mais on en parle dès aujourd'hui avec Didier Cadiou. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes historien et passionné, en particulier par la presqu'île de Crozon. Et puis à vos côtés, Monique Drévillon. Bonjour Monique. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Île Longue 14-18 qui œuvre pour que ces prisonniers civils ne tombent pas dans l'oubli. Et on en parle ensemble tout à l'heure. Et puis, il y a 35 ans, jour pour jour, disparaissait la légende du reggae, Bob Marley. Le pôle culturel L'Archipel à Fouesnant a donc décidé de lui rendre hommage durant une semaine, avec des concerts, une conférence, un ciné-club et même un reggae sound system. Gaëlle Telec, bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous parlez de cette semaine reggae à Fouesnant. On vous retrouve dans l'Instant Culture en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 11 mai et ce fameux 49.3 qui va permettre au gouvernement de faire passer la loi travail, la loi El Khomri, un passage en force qui divise des députés de gauche. Julie Sicot, bonjour. Bonjour Pauline. Vous avez contacté plusieurs de nos députés finistériens, alors quelles sont leurs réactions? C'est la surprise, Pauline, même si le Premier ministre Manuel Valls avait indiqué dès les prémices de cette loi qu'il pouvait utiliser cet outil constitutionnel. Personne ne le voyait arriver si vite dans les débats. Pour rappel, la loi travail n'est discutée au Parlement que depuis mercredi dernier. Entre-temps, il y a eu le pont de l'Ascension, donc pas de débat. Les députés n'avaient examiné à l'Assemblée que le premier article. Alors, comme vous le disiez, nous avons réussi à contacter certains députés finistériens. Pour rappel, dans le Finistère, ils sont tous socialistes. Parmi les parlementaires déçus de cette décision, on trouve Chantal Guittet. Nous avons pu la joindre ce matin par téléphone. Elle se dit frustrée de cette décision. Je vous propose de l'écouter. Je trouve que ce passage en force est la preuve d'une posture autoritaire et que c'est vraiment une très grave erreur et un déni de démocratie de considérer que les parlementaires sont illégitimes lorsqu'ils sont fidèles à leurs convictions et loyaux aux engagements qu'ils ont pris en juin 2012. Je suis assez découragée, je veux dire, assez frustrée, déçue pour toutes celles et ceux qui mettaient en espoir dans un texte pour améliorer le code du travail et non pas pour passer en force avec des articles qui pour moi sont une vraie régression. Alors le député Richard Ferrand de son côté regrette également le recours au 49.3, mais cette décision apparaît pour le député comme nécessaire pour faire avancer le texte. On l'écoute. Je ne soutiens pas, ne m'est pas sympathique, mais avait-il d'autres choix? Je crois pas. En quelque sorte, le gouvernement avait le choix entre le 49.3 ou vider le texte de l'intégralité de son contenu. Et que, d'une certaine manière, comme le débat était parti pour s'enliser, si le gouvernement tenait à sa loi, il fallait qu'il fasse comme ça. Alors vous le voyez, Pauline, cet épisode politique risque de fragiliser encore plus le camp socialiste. Il pourrait également scinder la gauche, alors que je vous le rappelle, nous sommes à moins d'1 an des élections présidentielles. Alors est-ce que, Julie, nos députés iraient jusqu'à voter une motion de censure? Alors dès mardi, les députés Les Républicains et UDI ont déposé une motion de censure, un outil qui permet, je vous le rappelle, de destituer le gouvernement. Cette motion de censure de la droite doit être examinée ce jeudi. De son côté, la gauche a aussi essayé ce mercredi de déposer une motion de censure. Cela s'est joué à très peu. Il a manqué seulement 2 voix. 56 voix avaient été réunies, des socialistes, des communistes, des écologistes et des membres du Front de gauche. Alors nous avons justement contacté Marie-Lise Lebranchu, députée, ancienne membre du gouvernement. Elle réagit à cette tentative de déstabilisation du gouvernement. On l'écoute. Non, ce qu'on appelle les frondeurs, d'ailleurs c'est pas une fronde, ce sont des gens qui ont des positions arrêtées. On semble-t-il pris des contacts avec les députés du Front de gauche, quelques députés verts, mais je crois que ça, ils le font, ça les regarde. Permettez-moi cette expression. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pour moi, il est hors de question de voter une motion de censure contre ce gouvernement, bien entendu. Je ne pense pas qu'il y aura de motion de censure contre Manuel Valls, parce que ces parlementaires qui sont de gauche ne peuvent pas voter, bien évidemment, aussi avec la droite.
Et Julie, ce 49.3 n'a pas suscité des réactions que chez les parlementaires. Oui, tout à fait, Pauline. Les opposants à cette loi travail ont immédiatement réagi à l'annonce du 49.3. En Bretagne, près de 400 manifestants sont descendus dans les rues de Rennes ce mardi. Un défilé qui s'est déroulé sans affrontement avec les forces de l'ordre. Et puis de nouveaux mouvements de grève et de manifestations sont également prévus. Jeudi 12 mai, les syndicats de salariés et étudiants ont décidé de retourner dans la rue. C'est la 5e fois en 2 mois et demi. Le mouvement Nuit debout appelle également à une mobilisation internationale le 15 mai. Les routiers prévoient une grève à partir du 16 mai. Les syndicats veulent une journée de grève les 16 et 17 mai. Alors si Manuel Valls a réussi à stopper le processus législatif avec le 49.3, il n'a en tout cas pas réussi à arrêter la colère et l'opposition face à la loi El Khomri qui, depuis le mois de mars, occupe les rues bretonnes et françaises. Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage. Et puis, dans l'actualité également, le Captain Saref, enfin fixé sur son sort depuis ce mercredi. Le navire vraquier sera déconstruit à Brest par les recycleurs bretons. Le siège de l'entreprise est à Plouigneau, à côté de Morlaix. La région a privilégié une solution locale. La région Bretagne avait lancé une consultation le 15 mars dernier pour trouver une entreprise qui déconstruirait le bateau. 4 propositions ont été examinées. Les 3 autres entreprises étaient basées en Belgique, en Espagne et en Turquie. Le paquebot de 154 mètres de long abandonné par son armateur occupe le port de Brest depuis presque 8 ans. 2 étapes seront nécessaires pour le démanteler. Une première à flot, la seconde à partir du mois d'août à l'intérieur du port de commerce. Et puis, toujours à Brest, la métropole a lancé ce mercredi le cadastre solaire, une cartographie disponible sur Internet qui permet de connaître le potentiel solaire de votre maison si vous habitez sur le territoire de la métropole. Une façon de promouvoir les énergies renouvelables et de relancer un secteur un petit peu en perte de régime depuis la baisse des aides fiscales. Frédéric Lorenzon a mené l'enquête exclusive au pays du photovoltaïque. Thierry est un homme heureux. Musicien talentueux, son bonheur vient aussi de la toiture de sa maison. Il y a 10 ans, il a décidé de s'équiper de panneaux solaires. Le solaire, c'est un gain, oui, vu que tous les ans, on facture à l'EDF notre production électrique et on récupère à peu près entre 1300 et 1500 euros. Thierry chauffe ainsi l'eau de sa maison, mais celle aussi du gîte attenant. Mais les particuliers comme Thierry sont peu nombreux. La baisse des aides fiscales a fait de l'ombre aux installations solaires depuis 2011. Pour redonner de la couleur au secteur, Brest Métropole a décidé de lancer un cadastre solaire. Une façon aussi de lever des réticences culturelles. Et puis c'est vrai que dans notre région, on a peut-être ce sentiment qu'il y a moins de soleil qu'ailleurs et donc que ce n'est pas forcément pertinent. On peut rappeler que l'Allemagne a moins d'ensoleillement que la Bretagne et pour autant, c'est devenu le premier producteur européen en photovoltaïque. Le territoire a été numérisé et de savants calculs donnent cette mosaïque colorée. Du orange pour un bon potentiel, du bleu pour des parties peu exposées au soleil. Les conseillers énergie, eux, auront davantage de renseignements. En fait, c'est un outil qui va nous donner des informations techniques par projet, suivant les toitures des particuliers qui viennent nous voir. En fait, on va notamment avoir les données d'orientation par rapport au sud de la toiture, d'inclinaison et en fait d'irradiation solaire moyenne sur l'année. Pour éviter les arnaques à l'installation, l'UFC Que Choisir préconise 3 devis et de faire appel aussi à des installateurs locaux. Ce professionnel voit 2 grands avantages dans le recours au solaire. Le premier, il va être économique, puisque le solaire, par définition, n'envoie pas de facture. Donc forcément, si on fait un équivalent sur une année par rapport à l'électrique, c'est une économie de 70% par rapport à votre chauffe-eau électrique. Donc premier avantage économique. Et le deuxième avantage, il est écologique, puisque le solaire, ça ne produit aucune énergie fossile, aucun gaz à effet de serre, donc préservation de la planète. En complément de cette cartographie, dès le mois de septembre, les services de Brest Métropole organiseront une série de réunions dans les communes pour renseigner les particuliers qui souhaitent équiper leur logement d'une installation solaire. Et puis on termine avec un mot de voile et ces belles images. L'arrivée de François Gabard à New York, le skipper du maxi trimaran massif qui s'entraîne à Port-la-Forêt est le grand vainqueur de la Transat anglaise. Parti de Plymouth le 8 mai dernier, il a franchi la ligne d'arrivée ce mercredi à minuit et demi. Après avoir remporté le Vendée Globe, la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre ces dernières années, il s'agissait là de sa première course en solitaire sur un trimaran. Et c'est un François Gabard épuisé mais heureux qui a foulé le sol américain. Il a notamment été accueilli par le vainqueur de l'édition 2004, Francis Desjoyaux.
J'ai commencé à naviguer en solitaire il y a 1 mois et demi sur ce bateau-là, quoi. Enfin, il y a 1 mois, je savais pas comment j'allais faire, quoi. Et on a une marge de progression qui est juste énorme devant nous. Je dis moi, mais grosso modo tous les marins. Enfin, avant d'être capable de gérer tout le potentiel de machines comme ça, il faut du boulot. Bon, mon gars. Bravo. Eh ben, ça c'est fait. Eh ouais. Hein, ça roule. Un peu explosé. Je suis défoncé complètement. Voilà, là ça va mieux encore, c'est bien. Les derniers jours là. Voilà, les 2-3 derniers jours. Dans le courant. Tu sais qu'on est ressorti de l'Alizé, enfin tu sais ça allait vite quand même. Ouais. Puis derrière ça s'est enchaîné là pendant 48 heures. Ça va arrêter de manœuvrer, de changer de voile, machin. C'est bon, tu peux aller te reposer maintenant. Voilà, c'était Michel Desjoyaux, effectivement, et non pas Francis. Allez, on revient sur Terre et on remonte le temps. Direction l'île Longue entre 1914 et 1919, tout de suite avec nos invités. C'est un documentaire sur des oubliés de l'histoire que vous pourrez découvrir sur TBO ce jeudi soir. Un film passionnant qui retrace les 5 années durant lesquelles les Allemands ou encore des Polonais qui vivaient en France ont été enfermés dans des camps. Leur seul crime, être de nationalité des ennemis. Dès 1914, ils sont parqués dans différents sites éloignés des zones de combat. Parmi les 10 sites bretons, celui de l'île Longue qui abrita plus de 4000 hommes. Didier Cadiou, vous êtes historien. Monique Drévillon, vous êtes donc membre de l'association Île Longue 14-18 qui œuvre pour faire connaître ces oubliés de l'histoire. Didier Cadiou, qui étaient ces internés exactement? Mais d'où venaient-ils? Ils ne venaient pas que de Bretagne. Ah, ils viennent de toute la France, et effectivement, notamment de la région parisienne, de la région lyonnaise. En fait, on a là des ouvriers, des employés, des industriels, des estivants, des artistes, des étudiants qui vivent en France, qui sont venus là depuis plusieurs années, qui sont souvent francophiles. Et au moment de la déclaration de guerre, ils ont 24 heures pour quitter le territoire, ce qui est quasiment impossible. Passé ce délai, on va les regrouper dans des centres de refuge et à partir du 1er septembre, on va les diriger vers des camps qu'on appelait à l'époque des camps de concentration, on dirait plutôt aujourd'hui des camps d'internement, et on va les enfermer pendant plusieurs années. Alors, vous avez dit plusieurs catégories sociales, plusieurs âges, c'est un peu difficile à déterminer, c'était un peu de tout, mais des femmes et des enfants aussi? Il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des notables, c'est une micro-société finalement. C'est une société, quoi. Alors les femmes, au moins en Bretagne, enfin dans le Finistère, ne sont pas très nombreuses. Hein. Je crois qu'il y en a à peu près 25, mais il y a aussi quelques enfants. Et on va les classer par catégorie. Hein. Donc on va mettre d'un côté les hommes mobilisables, c'est-à-dire des hommes qui sont susceptibles de rejoindre les armées ennemies. On va mettre aussi à part les notables, qu'on va considérer un peu comme des otages. Parmi les plus connus qui ont été internés au camp de Lanvéoc, notamment du fort de Lanvéoc, on trouve le comte Félix de Luckner, on trouve Hermann Mumm, hein, les fameux champagnes de Reims, qui vont être enfermés là. Et puis il y a aussi des gens qui sont suspects, des gens qui sont susceptibles d'espionnage ou de créer un attentat. Et puis il y a ces femmes, effectivement, ces enfants. On va regarder, Didier, tout de suite un petit extrait du documentaire Les internés civils de la Grande Guerre, donc à découvrir sur TBO ce jeudi à 20h45. Regardez. Parmi tous les camps d'internement de la Première Guerre, celui de l'île Longue est le seul à avoir été construit entièrement à partir de rien, par ceux-là même qui seront ensuite détenus. Il est immense, conçu pour recevoir environ 5000 prisonniers, mais aujourd'hui, 100 ans plus tard, il n'en reste plus aucun vestige. Pour avoir une image du plus grand camp d'internés civils de la Première Guerre, il faut donc recourir aux techniques les plus modernes. Cette image est vraiment saisissante de réalisme. On voit l'animation des drapeaux là, qui donnent le vent. Mais les chemins de terre, la mer, et puis les contours de la rade de Brest, les couleurs des baraques, je trouve, sont très réalistes aussi. On est donc à l'entrée, on a conçu l'ensemble des bâtiments, en fait, hein, d'une manière, je dirais, individualisée. Et ensuite, donc, en partant des documents d'époque, Yann a implanté, en fait, les bâtiments, les différents bâtiments, sur un environnement, et dans un environnement purement numérique. Beaucoup de camps de prisonniers étaient des
des couvents ou des usines désaffectées. On logeait les prisonniers dans des conditions de promiscuité et d'hygiène qui étaient catastrophiques. Ça, c'était vraiment, même s'ils étaient prisonniers et privés de leur liberté, enfin, c'était des conditions matérielles quand même sûrement au maximum de ce qui se faisait à l'époque. Alors on entend des conditions matérielles au maximum de ce qui se faisait à l'époque, mais comment s'est organisée la vie dans ce camp? Pendant 5 ans quand même, il s'est passé des choses, il y a eu des cours, certains transmettaient leur savoir, prenaient des cours. Tout à fait, alors il faut imaginer qu'effectivement le camp de Lillong c'est le plus grand camp en France et c'est un camp qui a été construit spécialement pour ça. Ailleurs effectivement on était dans des vieilles fortifications, des casernements. Ici à Lillong on a organisé donc un espace de vie mais aussi des espaces pour une vie collective. Alors pourquoi on a pu le faire? C'est notamment parce qu'effectivement au départ il a été prévu pour 5000 prisonniers, il n'y en a jamais eu plus de 2000 donc ça a laissé de l'espace disponible. Et dans les bâtiments qui étaient disponibles on a pu organiser des salles de théâtre, des salles de cours, il y avait un grand terrain de sport, il y avait... des équipes sportives qui se sont développées. Tout à fait, il y a eu une organisation de Jeux Olympiques à Lillong, il y avait 4 clubs de football à Lillong, donc il y avait des tournois qui étaient organisés. Un journal pour parler de la vie, ils avaient créé un journal. Il y a eu effectivement plusieurs journaux, dont un qui est plus connu que les autres, qui a eu 2 séries, un dit Inselvor, et qui apporte aujourd'hui beaucoup de choses sur l'histoire de ce camp. Alors c'est un journal rédigé en langue allemande, mais on a dans l'association des Allemands avec nous, qui nous l'ont traduit, et on apprend énormément de choses. Alors justement, toutes ces informations, ces journaux, tout ça, Monique, vous, avec donc l'association Lillong 14-18, ça vous sert de base. Et vous avez épluché des milliers de fiches individuelles, puisque chaque prisonnier avait une fiche, et vous avez ensuite tenté de retrouver des familles. Expliquez-nous. Bien, l'association a d'abord fait des recherches dans les archives départementales, municipales, françaises, allemandes, même aux États-Unis. Oui. Ah oui, c'était un très long travail, mais passionnant. Ouais. Et on a découvert des fiches individuelles, par exemple, de prisonniers. Ça nous a permis d'établir une liste qui se monte actuellement à près de 5000 prisonniers. Et on a ensuite fait un site internet. Cette liste est sur le site et permet aux familles d'aller voir et de trouver le nom de leur prisonnier. Alors, dans le film, on suit ces prisonniers justement grâce à leurs journaux intimes, parce que beaucoup ont écrit en fait toutes ces années, traduits d'allemand par un membre de l'association, vous l'expliquiez Didier. Quelles sont les réactions des familles qui retrouvent... Est-ce que vous avez des remerciements? J'imagine que pour certains, ça doit être très fort de retrouver une partie de la vie de leurs ancêtres. Oui, c'est beaucoup d'émotions. Ils sont très heureux aussi de pouvoir de remettre en pleine lumière ces gens qui étaient enfermés derrière des barbelés, privés de liberté pendant 5 ans pour beaucoup. Et quand certaines familles sont revenues sur Lillong la première fois, c'était il y a 2 ans. C'était très émouvant de les voir, par exemple, prendre un petit morceau de terre, un petit caillou, et de l'emmener. C'était des familles qui avaient entendu parler ou pas de Lillong et qui étaient très très émues. Et nous aussi. Bien sûr, ça devait être des rencontres très fortes. Voilà. Pourquoi cet épisode est resté quasiment oublié jusque dans les années 90 Je ne sais pas lequel de vous deux répondre. Je pense que déjà parce qu'il y a une seconde guerre qui est passée sur la première et qui a effacé en fait, les traces de la première. Et notamment dans cette seconde guerre, il y a eu aussi des camps, mais bien pires que ceux de la Première Guerre mondiale. Et puis, il faut imaginer aussi que les prisonniers étaient dans des lieux fermés au public, ils étaient dans les vieilles fortifications, donc ce n'était pas forcément très connu du grand public. Et dans le cas particulier de Lillong, aujourd'hui, Lillong a une autre histoire qui a effacé totalement les traces de la précédente histoire. Alors vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, vous avez retracé aussi le parcours de certains après leur sortie du camp en 1919. Il a fermé fin 1919. Certains ont eu des rôles un peu particuliers et très différents durant la Seconde Guerre mondiale, Monique. Oui, par exemple, le prisonnier Fritz Sauckel
Manuel était un matelot qui a été pris sur un bateau, un voilier allemand. Et donc il est resté au camp pendant toute la durée du camp. Il en a profité pour faire des études. Et ensuite, quand il est sorti, il a eu un rôle important en politique et notamment plus tard dans le parti nazi. Et il était le recruteur le chef des recruteurs de la main-d'œuvre prisonnière. Donc on retrouve des destins très différents à la sortie de ce camp, alors que les gens étaient enfermés en même temps, certains nazis, plus avant dans la Seconde Guerre mondiale, et d'autres étaient juifs et ont connu malheureusement les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. On va s'arrêter là, mais on vous invite forcément à regarder ce documentaire passionnant ce jeudi soir sur TBO, Les internés civils de la Grande Guerre. Donc jeudi, dès 20h45. Pour toutes les informations sur l'association Illong 1418, rendez-vous sur notre site www.tbo.bzh, bien sûr. Et tout de suite, on passe à l'instant culture. Et on vibre au son du reggae cette semaine à Fouesnant à l'occasion des 35 ans de la mort de Bob Marley. C'était le 11 mai 1981. L'archipel met en lumière ce genre musical venu de Jamaïque qui est toujours très très populaire à travers le monde. Gaëlle Tolek, vous travaillez donc pour l'archipel, ce pôle culturel fouesnantais où se déroule la semaine du reggae. C'est jusqu'à samedi soir. Pourquoi l'archipel avait envie de rendre hommage à Bob Marley ? Alors, on avait l'occasion d'accueillir Clinton Ferron le 11 mai, jour anniversaire de la mort de Bob Marley. Et on avait envie de travailler avec la salle de spectacle, la médiathèque et le conservatoire, faire un projet commun. Et c'est vrai que le reggae, comme vous disiez, est très populaire et rencontre toutes les générations, et aussi bien la musique que... Alors il y a eu justement ce mardi, les Fouesnantins ont pu assister à une conférence sur l'origine et l'histoire du reggae. Ce vendredi 13 mai, on redécouvre cette légende musicale dans un documentaire. Un petit mot sur ce film et puis où est-ce que vous le projetez ? Alors c'est un documentaire qui se déroule dans le cadre du club ciné Organe 2 à Médiathèque, donc qui retrace la vie de Bob Marley. D'accord. Donc la projection sera suivie d'une discussion à la médiathèque. Donc ça c'est vendredi. Alors donc l'idée c'était d'apporter un éclairage global sur le reggae, son influence. Vous parliez de Clinton Ferron, c'est ce mercredi soir. Un petit mot sur cet artiste, Gaëlle. Alors c'est un artiste incontournable de la scène reggae qui vient de Jamaïque, ça fait plus de 40 ans qui fait de la musique. 40 ans de carrière, voilà. Et il est membre des Gladiators. D'accord. Un groupe très important, pilier du reggae en Jamaïque. On va s'écouter un petit extrait, parce qu'on en parle, on a envie d'écouter. Alors on va écouter un extrait de Clinton Ferron. Have a little faith. Oh, the rich man, poor man, beggar man, thief. Everyone claim that to them are the chief. The rich man buy the poor man's life. Voilà, ça c'était donc Clinton Ferron ce mercredi. Mais bon, c'est complet, mais c'est pour nous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer aussi samedi. Parce que vous terminez cette semaine avec un reggae sound system. Alors là, c'est autre style. Le reggae est toujours là. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors en fait, c'est le Garden Master Sound System qui installe ses platines et sa sono au foyer bar de l'archipel pour une après-midi de 15h à 19h à la découverte du reggae. Donc tous les styles de reggae, le ska et la dub vont être mixés par Garden Master. Bon, pareil, on s'écoute un petit extrait. Regardez ce que ça donne le sound system de reggae. On
voit, Gaëlle, que 35 ans après la mort de Bob Marley, le reggae est toujours très apprécié des jeunes. C'est quoi le profil des spectateurs de cette semaine du reggae? Il y a tous les âges? Tous les âges. Vraiment, du lycéen aux soixantenaires, voire plus âgés. Vraiment. On peut emmener ses grands-parents, les jeunes peuvent venir avec leurs parents. Oui, découvrir. Et souvent, c'est les parents qui veulent faire découvrir cette musique qui a bercé une partie de leur adolescence. Voilà, la jeunesse, oui, mais vraiment c'est très populaire comme musique. C'est vrai que on propose, la Médiathèque propose une discographie de plus de 200 albums de reggae. Donc il y a un classeur qui est disponible. On peut découvrir vraiment tout l'univers du reggae avec des pochettes d'albums qui sont présentées de 1964 à 2016. Il faut aller s'immerger là. Voilà, s'immerger, on découvre la culture jamaïcaine et cette musique très particulière. Merci de nous avoir donné envie d'aller danser à Fouesnant, Gaëlle. Et puis merci à vous tous d'être venus sur le plateau de TBO, de l'Instant T aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.